Modérateur, mesdames, messieurs, nous allons vous entretenir du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Et cette communication, elle va soulever beaucoup plus de questions sur sa place. Voici une vulve chez une femme jeune. Imaginez qu'après la ménopause, cette image va disparaître. On va retrouver peut-être des rides, peut-être une pâleur, et surtout, elle ne va pas parler, puisque c'est théoriquement la plainte au niveau du vagin ou au niveau d'autres points. La suivante. Ça ne marche pas. Avancez, faites avancer s'il vous plaît. Ça ne marche pas ici. Alors, la définition, c'est que le syndrome génito-urinaire de la ménopause, que les anglo-saxons appellent GSM, ils ôtent le terme urinaire, c'est génital, sexuel, parce qu'il y a de la ménopause. Eh bien, c'est une terminologie qui nous vient du monde anglo-saxon, puisqu'elle a été adoptée depuis 9 ans, plutôt 7 ans, par la Nord-Américaine Association de la ménopause et par l'Internationale Société de Sexologie, etc. Et ça remplace, comme ce matin, on l'a dit, pour l'insuffisance ovarienne, ça remplace ce qu'on lisait sur les ouvrages anciens, la fameuse atrophie vulvovaginale. Pour quelle raison ils ont été obligés d'accorder leur violon? C'est parce qu'il y a un dénominateur commun entre ce syndrome et le vieillissement. Ça, c'est d'une part. Pendant longtemps, on a traité des troubles trophiques, par exemple du vagin, au cours de la ménopause, mais on ne parlait pas de vieillissement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a eu beaucoup de sociétés savantes qui ne s'occupaient que de la ménopause. En Algérie, par exemple, il y a la Société algérienne d'études et de recherche de la ménopause, présidée par le professeur Derghini. En France, il y avait même la fédération. Et en France, il y a un groupe qui n'est pas du tout rebelle, mais qui s'appelle le groupe d'études de la ménopause et du vieillissement, présidé par Patrice Lopez. Et pourquoi le vieillissement? Parce que c'est inéluctable à la fois la ménopause et le vieillissement. Et pour nous, la problématique, même si on est à Bjaya, eh bien, c'est que le motif de consultation, il est toujours inavoué. Quelle est la patiente, même si la population gynécologique est féminine, qui, en accédant à un cabinet, va dire, écoutez, depuis quelques mois, j'ai une dyspareunie, ou plutôt j'ai quelques démangeaisons, irritations, etc. Elle viendra consulter pour un nodule, pour une tumeur, pour des métrorragies, mais elle ne parlera pas parce qu'il y a la pudeur, mais il y a eu une faute d'orthographe. Je n'ai jamais écrit pudeur avec eux. Et il y aura une hiérarchisation des traitements. On ne peut pas prescrire d'emblée, par exemple, des hormones. N'oubliez pas, tout à l'heure, le neurologue avait fait le long parcours de la prise en charge d'une spina bifida, qui a changé de nom d'ailleurs, sans faire preuve de caractère versatile. On dit actuellement dysgraphie. Mais il avait mis à la fin la société. La société a peur des hormones. Et si on va prescrire des hormones à une non-patiente, entre guillemets, il y a des risques. Et enfin, l'objectif, c'est d'amener
un petit peu à restaurer cette trophicité vaginale. Et lorsqu'on fait le traitement tôt, en intégrant ce que outre-mer ils appellent la qualité de vie, eh bien le résultat y est. Si on ne prend pas en compte ces troubles trophiques, ils deviendront irréversibles. Entendons-nous également sur un point. Un syndrome, classiquement, c'est une association ou un regroupement de symptômes dont au moins il y a un dénominateur commun ou tout au moins leur association n'est pas fortuite. Or, dans ce syndrome génito-urinaire, on a des signes tout à fait presque physiologiques et des signes pathologiques. Et ils sont allés plus loin dans leurs 3 critères, c'est qu'ils incluent également les ptoses, le prolapsus, tout en sachant que ce n'est pas les traitements médicaux qui vont régler le problème. La suivante. Eh bien, le dénominateur commun du syndrome de génito-urinaire est le même, c'est la carence œstrogénique de la ménopause. Et en plus, il y a une origine, c'est que si vous prenez la vessie, l'urètre ou la sphère vaginale, eh bien, ces organes ont des récepteurs hormonaux, même les muscles du releveur de l'anus, et donc ils peuvent répondre à une substitution œstrogénique. Et dans la vraie vie, même si la sexualité n'est pas en premier chez nous, eh bien le vagin, c'est la première cible privilégiée du syndrome. La suivante, un rappel sur une coupe histologique vaginale. C'est un épithélium malpigien non kératinisé, il y a à peu près 15 couches, et ces couches, on les classe en superficielles, intermédiaires ou profondes. Dès qu'il y a carence œstrogénique, la muqueuse, elle devient atrophique, elle est pâle parce que le stroma n'est pas très vascularisé, et vous avez à la moindre, même quelquefois le toucher vaginal peut déclencher des hémorragies en dehors. Donc, pourquoi? Parce qu'il y aura une sécheresse. Et dès que vous avez le mot sécheresse, vous allez réfléchir à telle ou telle thérapeutique. Dès que vous avez le mot irritation, la même chose. Dès que vous avez le mot de dyspareunie, également. La suivante. Ici, on vous montre qu'en cas de carence, la suivante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un ralentissement, surtout pour les couches basales, cellulaires, vaginales, de la multiplication, donc de l'hyperplasie également, de l'hypertrophie. Et il y aura en premier ces couches superficielles qui vont s'éliminer, qui peuvent mettre même à nu le stroma. Et ces troubles trophiques et mécaniques entraînent une faiblesse de la souplesse, ils entraînent une inflammation, ils entraînent, qu'est-ce qui est écrit, des saignements, même au toucher vaginal, et ils entraînent d'autres lésions. Deuxième point, et ça a été exploité sur le plan thérapeutique, c'est que j'aurais pu vous montrer une coupe d'une vascularisation. Eh bien, vous verrez, il y a un énorme plexus veineux par exemple, vous verrez qu'au cours de la ménopause, eh bien, une diminution du flux sanguin vaginal et donc aggravation des troubles trophiques et sécheresse avec déshydratation. Il y a aussi les transformations qui existaient et qui n'existent plus, c'est-à-dire où la couche de glycogène peut permettre l'élaboration de l'acide lactique et le maintien d'un pH acide qui joue un rôle de défense. Tout ça va disparaître. Et sur le plan thérapeutique, les mêmes idées. Eh bien, il manque des bacilles d'Oderlein, peut-être qu'il y a une piste, on va ensemencer ou prescrire. Et l'alcalisation du pH vaginal favorise ce qu'on appelait avant les cystalgies à urine claire, etc.
Et puis, il y a un terme qui a disparu, c'est la vaginite carentielle atrophique, surinfectée ou non. La suivante. Ici, la symptomatologie, il y a 3 domaines. C'est pour ça que les Américains ont émis le S. Il y a d'abord vulvaire et vaginal, les troubles dont je viens de parler, sur le plan sexuel, et puis les Américains font des enquêtes sur le couple, sur les disharmonies, etc. Urinaire, c'est des infections, ou bien des urines, etc. Et puis, il y a même, ça favorise un degré de prolapsus. La suivante. Alors là, il y a 2 options thérapeutiques. Le message qu'on va vous faire passer, c'est que la logique, il y a une carence œstrogénique, on va la substituer. Mais, vous savez ce qui s'est passé en 2001 avec la WHI, avec la Mylan Women Study, etc. Et depuis cette date, il y a une décroissance totale de la vente des hormones, du THM, etc. Et la société, la preuve, vous avez vu avec l'androcure ou pour n'importe quel effet, il y a une réaction. Ce qui fait qu'on a 2 possibilités. Si les plaintes sont orientées beaucoup plus vers la sphère vulvo-vaginale, eh bien, on va se dire, les bénéfices sur le plan général, on va les laisser, on va faire des traitements, une œstrogénothérapie locale. Si, au contraire, c'est un contexte et qu'il n'y a pas de contre-indication pour le THM, l'idéal serait ça. Mais le THM a faire publier beaucoup d'articles pour ou contre la fenêtre, les effets, la surveillance, les risques, etc. Et puis, il y a des traitements non hormonaux. Les internistes, les cardiologues, tout ça nous redisent la même chose. Pas de sédentarité, pas d'obésité, pas de régime trop graisseux, pas de tabac. Mais on ne peut pas. Il faut vraiment un hirak hygiénique pour arriver à cela. La suivante. Voilà les thérapeutiques hormonales, et je sais que les omnipraticiens prescrivent. Il y a d'abord la vieille molécule qu'on appelait colpotrophine. Tout simplement, c'est de l'œstriol. Nous avons l'œstradiol, E2, nous avons l'œstrone, E1, et nous avons l'œstriol. L'œstriol, tout le monde le sait, c'est qu'il a un tropisme local. Il agit uniquement sur le vagin. Il y a eu des études pour savoir si ça peut donner des modifications endométriales, des modifications ailleurs. Eh bien, non. Ce que je peux vous informer, c'est que cette colpotrophine sous forme de pommade a été retirée, même en Algérie, depuis quelques années, pour des raisons, mais qu'en France, les capsules ont été retirées depuis exactement 1 année. Deuxième produit dont on ne dispose pas en Algérie, c'est le floriginal. Il y a du doderline en plus d'un œstrogène. Troisième, il y a un autre produit qui est le Gidrel, et puis il y a la physiogine, puis il y a le trophicrème, puis il y a le trophigile, et puis il y a même Estring. Toutes ces substances, il doit y avoir 2 œstrogènes, quelquefois de la progestérone, et pourquoi pas le premier déficit qu'on avait signalé en plus des œstrogènes, c'est un peu d'androgène. Et on va voir les Américains, qu'est-ce qu'ils nous proposent. La suivante, les autres alternatives. Tout à l'heure, quelqu'un avait parlé, je crois que c'était Hami, sur les SERM. C'est par comparaison avec les SPRM. Les SERM, ce sont pour les anti-œstrogènes. Il y a 2 molécules, l'azofoxyphène et ospémifène, qui s'appellent Osphena. Mais ces 2 produits, qui sont en quelque sorte des SERM, donc ils occupent les récepteurs des œstrogènes, eh bien, ils sont contre-indiqués en cas de maladie thromboembolique et en cas de cancer hormonodépendant. Donc, il faut vraiment la patiente qui n'a pas ces éléments. Troisième
molécules, les TSEC, c'est-à-dire il y a un peu de testostérone, c'est en américain, mais il y a aussi les œstrogènes équins qui sont commercialisés aux États-Unis. Et comment elle s'appelle déjà, Florence Trémolière nous a dit à Casa, curieusement, ce produit a été retiré avant même son introduction en France en 2018. Et puis il y a d'autres alternatives. N'oubliez pas qu'on a une diminution du flux sanguin vaginal. N'oubliez pas qu'on peut le remettre en marche, ce flux. Eh bien, avec quoi? Tout simplement par l'activité sexuelle. Mais dans la vie, il y a toujours des pannes, il y a toujours le veuvage, etc. Et donc, est-ce qu'on est capable, en couple, d'entretenir à un certain âge ces rapports sexuels? Ce serait l'idéal. Et enfin, ça a été fait des communications en Algérie déjà, le laser CO2 ou le laser Erbium. Tout simplement, c'est des 3 séances à intervalle, je crois, de 30 jours. Ils vont un peu redynamiser ce flux. Il faut les répéter. Il est évident que toutes les thérapeutiques, tant que vous les appliquez, ça marche. Dès que vous les arrêtez, ça reprend. Donc, le spectre de la récidive. Autre planche. Ici, c'est la problématique. Si nous avons une patiente qui a été suivie pour un cancer du sein, elle aura des anti-aromatases. Ce matin, quelqu'un avait parlé de leurs effets secondaires, fractures, arthralgiques, etc. Elle aura d'autres molécules qui vont amener une sécheresse vaginale. À ce moment-là, se pose la question, la suivante, est-ce qu'on a fait des études pour dire s'il y a même un petit passage systémique? Il n'y a aucune recommandation qui vous dit vous pouvez prescrire des œstrogènes locaux ou généraux après cancer du sein. Ça reste contre-indiqué. Mais il y a des études qui ont montré qu'il peut y avoir un faible passage, et ça dépend de la durée, et ça dépend de la dose. Et là, il y a un autre leitmotiv, il faut donner la dose la plus faible, à tel point qu'on donne 0,2 mg, par exemple, de la première substance, molécule, qui est la colpotrophine. La suivante, voilà, on a mis. Alors, les points forts. Celles qui ont eu un cancer du sein et qui ont des symptômes gênants, etc., eh bien, celles-là, ne donnez jamais d'hormones, qu'elles soient locales ou qu'elles soient générales. Autre deuxième point, le traitement hormonal reste contre-indiqué lors d'un antécédent de cancer mammaire ou de cancer hormonodépendant. La suivante. En première intention, nous avons bien dit au début de l'exposé, il y a une hiérarchisation. Et donc, en première intention, vous avez dit sécheresse. Eh bien, on va appeler le pompier hydraulique. On va lubrifier, on va hydrater. Il y a des produits, je crois que ça s'appelle Replens, en Algérie, je ne sais pas. Eh bien, on peut le prescrire. Deuxième intention, on peut, si les symptômes persistent, avec une dose minimale, aller à prescrire cette promestrien, c'est tout simplement de l'œstriol. C'est le nom, si vous voulez, international, la colpotrophine. La suivante, et finalement, le mot savoir n'a de valeur que s'il signifie comprendre. En vous montrant les premières images sur les bases histophysiologiques, vous avez tout saisi. Et je vous dis une confidence, cette communication n'a été réalisée que grâce à Boujaja et, comment elle s'appelle déjà, et Bitout. Merci.